Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Vous souhaitez réaliser vos projets d'avenir? Épargnez dès aujourd'hui avec UBA et tentez de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Épargnez 100 000 francs CFA chaque mois jusqu'au 31 décembre sans aucun retrait et tentez de remporter des super lots offerts par nos partenaires. Maintenez votre épargne et vous aurez la chance de gagner la somme fantastique de 1 million de francs CFA. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Commencez dès aujourd'hui et partageons ensemble une expérience passionnante. Partenaire Air Côte d'Ivoire, Hôtel Fiamma, Social. Campagne soumise sous conditions à consulter sur le site. UBA, Africa's Global Bank. Bonjour chers clients, bonjour chers abonnés de UBA Côte d'Ivoire et bienvenue à cette 4e édition 2024 des UBA Business Series. Alors, les UBA Business Series, comme vous le savez déjà, ce sont nos rendez-vous trimestriels pendant lesquels nous vous entretenons sur un thème en particulier. Et pour ce 4e Business Series, le thème est comment protéger vos informations sensibles des nouvelles menaces de fraude. Nous sommes en fin d'année, une période charnière où la plupart de nos clients, c'est-à-dire vous, faites des transactions plus que les autres mois de l'année. Et c'est aussi une période où vous faites beaucoup d'achats avec tout ce qui est support numérique. Nous, en tant qu'institution responsable, notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser et de vous informer et vous former suffisamment sur toutes les dispositions à prendre pour éviter la fraude, donc pour éviter d'être des victimes de fraude. Alors, pour ce faire, donc aujourd'hui, pour cette édition donc, des UBA Business Series, nous avons choisi donc l'un des spécialistes de chez nous, qui n'est autre que Valère Atta. Valère Atta est Digital Solutions Relationship Manager au sein de UBA Côte d'Ivoire. C'est un ingénieur de conception avec plus de 10 années donc, d'expérience dans la conception d'infrastructures IT. Et depuis bientôt 5 ans, Valère opère donc dans l'univers de la banque. Et c'est lui qui aura la charge donc de conduire cette édition donc des UBA Business Series. Je vais sans plus tarder l'introduire et puis Valère va nous dire un peu plus de ce qu'il a à partager avec vous, nos clients.
Valère, tu as toute la place. D'accord. Alors, bonjour à tous, hein. C'est avec joie que aujourd'hui je suis votre interlocuteur. Je suis la personne choisie pour vous présenter ce thème assez important qui est rien d'autre que comment est-ce qu'on pourrait protéger nos données. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est comment protéger vos informations sensibles des nouvelles menaces de fraude. Il est très clair qu'aujourd'hui, comme Luc l'a dit, en cette fin d'année, il est impérial de pouvoir conserver ces données, que ce soit les institutions, que ce soit les clients, nos clients que vous êtes. Nous devons, en tant qu'institution, de vous préserver, de vous protéger de toute attaque. Parce que c'est ensemble que nous réussissons. Votre bonheur contribue clairement à notre réussite également. Alors, pour ce faire, pour pouvoir arriver à pouvoir vraiment élucider ce thème-là, nous allons premièrement partir d'une introduction. Après, nous allons identifier les informations qui sont sensibles. On a voulu proposer un thème assez simple, un programme assez simple pour permettre à tout le monde de comprendre. On va identifier les informations qui sont assez sensibles. Comment est-ce qu'on peut les identifier? On va vous les présenter. On va après détecter les nouvelles menaces de fraude que nous pouvons faire face maintenant. Et après, nous allons un peu comme dans une ébauche proposer des meilleures pratiques et outils pour nous protéger des informations sensibles, pour nous protéger contre les attaques des informations sensibles. Donc, sans plus tarder, si vous permettez, je vais commencer par l'introduction. Alors, il est important de savoir que nous sommes dans un monde où tout évolue très rapidement, où l'informatique et l'information prennent de l'ampleur tout le temps. Donc, il est important pour nous aujourd'hui de savoir que les protéger, c'est vraiment un capital. Donc, nous avons beaucoup d'aspects d'attaques, comme les cyberattaques, où vous avez déjà entendu parler de ransomware, de phishing, de bon nombre de choses. Il y a aussi des attaques qui sont ciblées contre les institutions, les banques, tout ça. Donc, il y a aussi des attaques et des vols de personnes physiques. Effectivement, si vous ne faites pas attention, vos données personnelles peuvent être volées. Alors, donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de sensibiliser et outiller les participants à mieux protéger leurs informations sensibles contre les menaces croissantes de fraude. Comment nous pouvons nous prendre? Alors, il est important de d'abord, comme on l'a dit tantôt, on va identifier les données sensibles. On va vous présenter des cas très clairs. Après, nous allons aussi détecter les menaces de fraude et présenter quelques pratiques et outils pour contrer ces potentielles attaques-là. Alors, nous allons donc, dans la deuxième partie de notre présentation, vous parler de comment identifier les informations sensibles. Alors, qu'est-ce qu'une information sensible? Alors, il est important de savoir que l'information sensible, c'est toute information dont la divulgation pourrait contribuer à altérer l'image de soi de la personne, de sa vie privée, des pertes financières que ça pourrait occasionner pour cette personne aussi, et surtout de la réputation de cette personne-là, et de l'entité également. Ça peut être une entité, une banque, entre autres, ça peut être aussi une personne. Voilà, donc voici un peu défini qu'est-ce qu'une information assez confidentielle. Donc, il est important de savoir, premier abord, d'abord, une information confidentielle est sensible. Il ne faut pas donc la divulguer comme ça. Alors, les caractéristiques pour pouvoir, disons, comprendre l'aspect de sensibilité de cette information-là est lié à 3 éléments clés. Ce que nous, dans notre jargon informatique, on parle de CIA triad. On parle de confidentialité parce qu'effectivement, les informations doivent rester accessibles uniquement aux personnes qui sont autorisées. L'intégrité, parce qu'effectivement, une information doit être protégée, ne doit pas être modifiée. Parce qu'en informatique, comme on le dit, une information qui est modifiée n'est pas la même. Donc, il faudrait qu'il y ait une intégrité de cette information-là. Et enfin, ce qu'on appelle la disponibilité, elle doit être accessible quand nécessaire. Parce qu'une information qui n'est pas accessible par la personne ressource, ça crée une faille. Si moi, j'ai une information qui est importante pour moi, il faudrait qu'à tout moment, je puisse y accéder. Alors, nous allons présenter des cas pratiques d'informations sensibles. En tout cas, on a voulu faire ce côté assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que, quelle soit de la définition qui peut être un peu ambiguë pour certaines personnes, il est clair que si nous prenons des cas pratiques, je pense que tout le monde pourra comprendre. Alors, les données personnelles, ces données personnelles sont sensibles. Par exemple, le nom, date de lieu de naissance, adresse postale, numéro de téléphone, adresse email. Donc, tous ces éléments-là sont vraiment sensibles. Donc, nous vous prions de vouloir faire vraiment très attention lorsque vous voulez divulguer ces informations-là. Il y a aussi les données financières, les numéros de compte bancaire, les numéros de carte bancaire, identifiants de connexion et tous ces éléments, les historiques de crédit. Donc, tout ce qui vous concerne en termes financiers, vous devez faire très attention. Il y a aussi les identifiants officiels, numéro de carte d'identité, permis de conduire, tous ces éléments-là
sont vraiment sensibles. Les données numériques et les identifiants de connexion. Par exemple, un utilisateur qui a un utilisateur qui a ces détails par rapport à une application doit les conserver, même le nom d'utilisateur. Il faudrait faire très attention. Donc, tous ces éléments, comme présenté ici, vous voyez que ces informations sont sensibles. Et effectivement, il faudrait que nous puissions faire très attention lorsque nous les communiquons autour de nous. Alors, comment détecter les menaces et fraudes? Après avoir parlé un peu des informations qui peuvent être sensibles, qui sont très sensibles, disons que nous allons vous présenter des cas où nous pouvons détecter la fraude qui peuvent impacter ces informations sensibles-là. Alors, la fraude désigne toute action délibérée visant à tromper, manipuler ou induire une personne en erreur. L'idée est telle que c'est de pouvoir extirper des informations qui ne sont pas à ces entités-là, ces personnes-là, malveillantes-là, afin de les utiliser à thème de réputation ou même à titre financier. Donc, c'est ça un peu la fraude. Donc, les caractéristiques principales de la fraude sont l'intention de tromper, voilà, parce que l'idée est claire, c'est de tromper la personne, d'induire cette personne en erreur. Il y a aussi les avantages induits, leur est d'obtenir des bénéfices illégaux. Effectivement, ce n'est pas pour eux, donc ils veulent pouvoir les obtenir. Et les moyens utilisés, cela inclut les mensonges, les falsifications et autres. Alors, donc, quels sont les types de fraudes que nous connaissons? Il faut savoir, il faut les connaître, c'est important. Alors, il y a la fraude financière, donc, comme on le dit, pour atteindre des objectifs très, très malsains, de pouvoir extirper des fonds à quelqu'un, à une personne tierce. Donc, il peut utiliser des falsifications, des détournements de fonds, des fraudes fiscales, des fraudes à l'identité et bon nombre de choses. Les fraudes numériques, on en a déjà parlé, ce qu'on appelle la cyberattaque. Donc, c'est de pouvoir utiliser comme les phishing, les hacking, les ransomware et autres. Alors, je voulais vraiment sur ce côté-là revenir sur un point, parce qu'en fait, c'est un élément aussi que bon nombre de personnes doivent savoir. Les cyberattaques sont de plusieurs types. Effectivement, ce n'est pas l'ordre de cette formation, mais il est important de vous les rappeler, quelques-unes de ces attaques-là. Par exemple, le phishing, je voulais vous l'expliquer terre à terre. Vous êtes là, vous travaillez, vous recevez un email et vous ne savez même pas d'où ça provient. Pour vous, c'est un mail qui peut être vraiment, en guillemets, alléchant. Et sans prendre des informations autour de vous, vous cliquez là-dessus. Par derrière, sans le savoir, vous allez cliquer sur des virus ou bien des logiciels malveillants qui vont, disons, impacter soit votre système ou votre machine. Et vous voyez que ce n'est pas intéressant. Le ransomware, naturellement, il est beaucoup utilisé avec le premier, qui est le phishing. On envoie un mail, vous cliquez là-dessus. Les malveillants prennent possession de leur système et demandent une rançon. Et donc, à l'issue de ça, lorsque peut-être vous payez, ou etc., ils peuvent relâcher. Mais cela ne garantit pas en soi qu'ils vous donneront les accès ou bien qu'ils vous donneront la totalité des informations. Donc, vous voyez que c'est très dangereux. Voilà. Donc, ces éléments-là ont évolué. Aujourd'hui, on parle même du S-phishing, lié à le SMS, le phishing, excusez-moi, qui est lié aux appels, donc pour tromper dans l'objectif de vouloir vous prendre des informations. Donc, après cela, il y a aussi les fraudes commerciales et entre autres les fraudes d'entreprise. Donc, voilà un peu, disons, quelques éléments de fraude qu'on voulait vous mettre en lumière. Donc, maintenant, les impacts, en tout cas, c'est clair, les impacts d'autres sont d'autres financiers, comme les conséquences financières qu'on peut avoir, les pertes directes, des coûts indirects, etc. Donc, tous ces éléments-là peuvent impacter vous, le client, de façon peut-être indirecte ou directe. Donc, conséquences réputationnelles, évidemment, si ceux qui, par exemple, pour tout et pour rien, ils peuvent exposer les informations sur Facebook ou autres canaux digitaux, c'est très dangereux parce qu'à un moment précis, on peut les utiliser contre vous. Il y a aussi les conséquences opérationnelles. Il peut s'avérer qu'effectivement, voilà, pour une raison ou une autre, on ne peut plus utiliser le système. Surtout dans les entreprises, comme les banques, il peut s'avérer qu'il y a pour un problème, on pourra dérouler le système opérationnel. Alors, donc, il y en a bon nombre de choses qu'on peut vous expliquer, mais je voulais vraiment prendre un exemple très simple pour vous expliquer un cas concret. Alors, il y a une entreprise allemande qui a été victime d'une fraude où les cybercriminels ont utilisé ce qu'on appelle le deepfake. Il faut savoir que le deepfake, c'est simple à comprendre. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec l'IA, l'intelligence artificielle, des personnes malveillantes, ils arrivent à créer dans les outils multimédia des informations à souffle, des images des personnes fausses qui le font passer pour des informations claires. C'est-à-dire, par exemple, moi, je peux être une personne A qui est bien connue du grand public et lui faire dire des choses.
dans leur type pour soit de tronquer son image ou bien de nuire à sa réputation. Donc, c'est ça un peu le deepfake. Donc, dans une entreprise comme c'est une grande entreprise allemande, là, le président, disons, a été, entre guillemets, deepfaké, donc, entre guillemets, pour qu'on puisse faire passer un message qui après a été exécuté. Vous voyez. Donc, il est important de faire attention lorsque on reçoit des initiatives d'un de nos dirigeants, etc., parce qu'effectivement, on peut effectivement être pris dans ce filet des malveillants. Donc, les impacts sont bon nombre, donc il va falloir faire très attention. Alors, nous allons, en tout cas, du peu qu'on pourra vous présenter des pratiques pour pouvoir vraiment aller contre ces choses-là qui peuvent nuire à la réputation, soit de la personne ou même de l'entreprise. Alors, j'aimerais commencer comme ça par d'abord des outils simples, des éléments simples qu'on puisse faire. Premièrement, il faut renforcer vos mots de passe. Il est important de savoir que les mots de passe ne sont pas là pour divulguer. Un mot de passe, c'est un peu comme une clé d'une maison. Vous convenez à moi que vous ne pouvez pas donner cette clé-là à toute personne. Parce que si vous pouvez le faire ainsi, vous mettez à risque votre famille et votre maison. Donc, les mots de passe pour les applications, vous devez soit adopter des mesures claires, soit pour intensifier ces mots de passe-là, et surtout, ne pas les divulguer. C'est très essentiel. Il y a aussi l'aspect de double authentification. Aujourd'hui, après le mot de passe, il y a un autre concept qui est venu en ligne qui permet de pouvoir renforcer, disons, l'accès à un système, une application qui est la double authentification. Évidemment, c'est des questions là-dessus, vous pouvez revenir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de partager des informations sensibles. On a présenté en haut les informations qui sont assez sensibles. Il faut éviter de les partager. Il faut les partager lorsque vous êtes sûr que la personne qui demande est une personne ressource fiable. Aussi, il faut suivre les comptes régulièrement. Vous avez des comptes en banque ou bien des comptes ailleurs, etc. Faites attention, suivez ces comptes-là. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme des trésors que vous avez. Il faut tenir compte de les surveiller. Il faut mettre à jour tout le temps les logiciels. Voyez-vous, tout ce qu'on a dit par rapport aux attaques de cyber sont liés en grande partie au fait qu'on ne met pas à jour nos systèmes. Quels soient les logiciels d'antivirus, tous ces éléments-là, il faut qu'on les mette à jour. Il faut aussi être vigilant. Vous recevez un email, assurez-vous que l'IT vous a donné l'ordre de pouvoir le faire. Si vous ne connaissez pas la source de la provenance de cet email-là, faites attention. Parce qu'effectivement, vous pouvez vous mettre en danger et aussi mettre en danger l'entreprise à laquelle vous appartenez. Alors, il faut reconnaître les signes de fraude. C'est aussi simple. Par exemple, vous recevez un appel le vendredi soir pour une personne qui veut avoir accès à vos comptes. Se faisant passer pour un banquier, par exemple, il faut savoir que ça peut être très dangereux pour vous. Alors, il y a aussi, je continue, il y a aussi le fait qu'il y a les outils de cybersécurité, par exemple, les antivirus qu'on connaît déjà, et il y a bon nombre de choses qu'on peut les utiliser. Aussi, je voulais terminer sur un point très clair sur cette partie-là, ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, cette intelligence artificielle nous aide beaucoup, mais en parallèle aussi, elle peut nous induire en erreur. Tout de suite, on a évoqué le cas de deepfake. Donc, je vous prie de faire très attention parce qu'effectivement, on peut être pris dans les filets des malveillants. Donc, nous allons terminer notre présentation par une conclusion naturellement pour vous dire qu'effectivement, les fraudes innovent constamment, les fraudeurs innovent constamment. Se protéger nécessite une vigilance continue, effectivement, c'est très important, une formation régulière, ça, effectivement, c'est important, et une adaptation aux nouvelles menaces. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des formations, des mises à jour, vous devez vous tenir informé. Et en combinant sensibilisation humaine et solutions technologiques, vous pouvez réduire significativement vos risques et protéger vos ressources les plus précieuses. La clé du succès réside dans une approche proactive et un engagement à long terme. Alors, donc voici pour fin notre présentation. Effectivement, s'il y a des questions, je pourrais revenir sur les détails. Merci bien à tous.
Bienvenue dans l'ère de la simplicité et de la liberté bancaire. Notre toute nouvelle agence digitale va transformer votre expérience bancaire. Imaginez une agence où vous pouvez effectuer des retraits au GAB à tout moment sans jamais avoir à faire la queue. Où vous pourrez vous connecter, quelle que soit l'heure, à votre compte bancaire et réaliser toutes vos opérations en quelques clics pour des consultations de soldes, des virements et bien plus encore. Avec notre agence digitale, déposez vos chèques facilement sans contrainte d'horaire. Plus besoin de vous soucier des heures d'ouverture ou des longues files d'attente. Tout ce dont vous avez besoin à portée de main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Simplifiez votre vie bancaire et profitez d'une liberté sans précédent. Notre agence digitale, c'est la banque qui s'adapte à votre rythme. UBA, Africa's Global Bank. Pardon. Alors, chers abonnés, chers clients, me fait savoir que l'information que j'ai passée tout de suite, vous ne l'avez pas comprise. Donc, je disais que la présentation donc, est faite et que notre speaker est disponible donc, pour recevoir toutes vos questions et puis répondre. Donc, vous pouvez les poser maintenant dans les commentaires, vos questions. Ou sinon, si vous nous prenez en marche plus tard, vous pourrez toujours poser vos questions dans les commentaires et Valère reviendra ensuite pour répondre à toutes vos questions. Donc, on va se donner 1 minute 30 là maintenant pour que vous puissiez adresser vos questions et puis ensuite, nous allons passer à la phase des réponses. Merci et à très vite. Bienvenue dans l'ère de la simplicité et de la liberté bancaire. Notre toute nouvelle agence digitale va transformer votre expérience bancaire. Imaginez une agence où vous pouvez effectuer des retraits au GAB à tout moment sans jamais avoir à faire la queue. Connectez, quelle que soit l'heure, à votre compte bancaire et réalisez toutes vos opérations en quelques clics pour des consultations de soldes, des virements et bien plus encore. Avec notre agence digitale, déposez vos chèques facilement sans contrainte d'horaire. Plus besoin de vous soucier des heures d'ouverture ou des longues files d'attente. Tout ce dont vous avez besoin à portée de main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Simplifiez votre vie bancaire et profitez d'une liberté sans précédent. Notre agence digitale, c'est la banque qui s'adapte à votre rythme. UBA, Africa's Global Bank. Vous souhaitez réaliser vos projets d'avenir? Épargnez dès aujourd'hui avec UBA et tentez de gagner jusqu'à 1 million de francs CFA. Épargnez 100 000 francs CFA chaque mois jusqu'au 31 décembre sans aucun retrait et tentez de remporter des super lots offerts par nos partenaires. Maintenez votre épargne et vous aurez la chance de gagner la somme fantastique de 1 million de francs CFA. Ne laissez pas passer cette opportunité unique. Commencez dès aujourd'hui et partageons ensemble une expérience passionnante. Partenaire Air Côte d'Ivoire, Hôtel Fiamma, Social. Campagne soumise sous conditions à consulter sur le site. UBA, Africa's Global Bank. Alors, nous voici de retour. Donc, on a vu entre-temps quelques questions et je vais me pencher rapidement sur les 2 spots que vous avez vus passer. Alors, le premier, donc, c'est le spot qui vous présente l'innovation que nous avons déployée il y a peu dans notre réseau d'agences. Donc, c'est une agence 100% digitale. Donc, une agence avec des terminaux qui vous permettent de façon autonome de faire vos transactions, donc sans vous rendre dans les agences classiques que vous connaissez. Ce sont des agences donc, où vous pouvez vous rendre avec des
et trouver des écrans tablettes par lesquels vous pourrez vous connecter à vos comptes et puis faire vos transactions. Vous y avez aussi des gammes et l'agence est située au Vallon. Alors, à côté de ça, vous avez aussi le sport donc, de la campagne de fin d'année, donc la campagne de récompense pour ceux qui épargnent. Donc, c'est une campagne qui court jusqu'en fin de cette année et elle vous permet donc mois après mois de gagner des lots, donc des lots électroménagers et puis à la fin de la campagne, donc en fin d'année, d'être éligible en fait au tirage au sort pour gagner jusqu'à 1 million de francs CFA, donc dans votre compte épargne, des billets d'avion, des séjours dans des hôtels de luxe. Et donc, cette campagne-là, c'est une campagne qui a commencé depuis maintenant 2 mois. Et si vous nous suivez sur les médias sociaux, vous verrez que nous avons déjà récompensé les premiers gagnants des mois passés. Et nous vous encourageons à épargner aussi pour être nos prochains gagnants. Sur ce, je vais introduire donc notre speaker du jour. Et puis, nous allons passer à la phase des questions. Donc, on va prendre la première question là qu'on voit. Alors, c'est une question qui nous vient de l'un de nos followers qui s'appelle Christian CK, qui veut savoir que faire en cas de SIM swap. Alors, l'expression est technique et je pense que Valère va vous l'expliquer après et puis va répondre à la question de l'abonné. Allô, c'est bon? Allô? C'est bon? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc pour la question, merci bien pour la question. Hein. Je pense qu'il est important qu'on puisse connaître certains thèmes. Alors, le switch swapping, en réalité, c'est aussi une attaque. C'est une attaque, c'est une arnaque des cybercriminels qui a pour objectif de contrôler carrément le téléphone et puis même le numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'il prend possession carrément de votre appareil, surtout du numéro de téléphone. Donc, il y a deux aspects qu'il faut comprendre. Il y a l'attaque liée même à l'entreprise, parce que effectivement l'opérateur aussi, parce qu'il faut comprendre que dans un téléphone, comme vous le savez, il y a la puce liée aux opérateurs. Par exemple, vous avez Orange. Donc, la puce n'est pas forcément liée à un téléphone. On peut mettre la puce partout, comme vous le savez. Donc, s'il prend possession de la puce du numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut recevoir tout ce que vous recevez. Un peu comme s'il a accès totalement à votre téléphone. Donc, c'est ça un peu le switch swapping. C'est-à-dire faire en sorte que toutes les informations que vous allez recevoir par votre puce, il pourra effectivement, le malware pourra aussi recevoir ces informations-là. Alors, donc, c'est un peu le principe. Voici comment le principe marche. Donc, l'idée aujourd'hui, comment faire lorsque ça arrive? Il y a deux éléments. Si vous faites face à ces éléments-là, il faut se plaindre, il faut porter plainte. Parce qu'effectivement, le numéro de téléphone, c'est un élément, comme on l'a dit, c'est une information capitale qui est aussi sensible. Donc, c'est votre droit que quelqu'un ne puisse pas vous prendre ce numéro de téléphone-là. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, avec le biais de la RTCI, un numéro de téléphone doit correspondre forcément à une personne. C'est clair, c'est une identité. Lorsqu'on connaît le numéro de téléphone de moi à ta, ça dit que forcément, ça m'appartient. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que lorsque vous faites face à cette attaque-là, déclarez seulement cela à la police. Et deuxièmement, rendez-vous chez votre opérateur pour qu'il puisse mener directement des actions en vue de corriger. L'idée, c'est clair. Moi, ce que je pense personnellement, c'est de changer carrément le numéro. Pour moi, il faut laisser carrément ce numéro-là, puisqu'il a attaqué directement le numéro. Il faut carrément laisser ce numéro-là et essayer de prendre l'autre en attendant de pouvoir trouver une solution technique. Donc, voilà un peu ce que je peux proposer comme solution. J'espère avoir répondu à la question. Effectivement, s'il y a d'autres éléments qui peuvent revenir sur la question, je pourrais les prendre encore. Merci bien. Alors, merci Valère. Donc, Monsieur Christian Seka a une deuxième question. Je vais la poser. Qu'en est-il des personnes malvoyantes ou présentant des infirmités les obligeant de passer par des tierces personnes pour réaliser leurs opérations? Comment peuvent-elles se protéger? D'accord. Je pense que cette question, je pense que moi-même, j'ai pu faire face à un élément. C'est vrai que la personne n'est pas malvoyante, mais c'est un peu comme les personnes qui ne sont pas forcément allées très loin à l'école, qui des fois doivent gérer leur compte, par exemple, Orange Money, bien Wave, ils ont des accès, etc. Lorsqu'ils vont retirer l'argent auprès des opérateurs ou bien d'un point de vente,
évidemment, ils doivent donner leur code secret et ces personnes-là les connaissent. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention, il faut se faire accompagner par quelqu'un qui est proche de vous, un parent, voilà, qui vous connaît très bien. Et c'est ce parent-là qui connaît ces informations qui pourra gérer. Parce qu'effectivement, si vous êtes malvoyant ou bien que vous n'avez pas la capacité de pouvoir gérer vos codes et que vous donnez ça à une personne tierce, évidemment, elle pourra l'exploiter négativement. Donc, l'idée que moi, je propose, en tout cas, effectivement, tout le monde peut proposer sa solution. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faut se faire accompagner par une personne qui va, du reste, essayer de vous aider. Cette personne de confiance-là qui pourra vous aider pour pouvoir faire vos transactions. C'est ce que je suggère. Et pour parler de ce point également, je voulais dire que UBA, en l'instant de cela, va également permettre à faire des ouvertures de compte avec la technique des non-voyants, afin qu'on puisse aussi impacter ces personnes-là, parce qu'effectivement, nous aussi, on pense à eux. Donc, lui, c'est ce que je pense un peu de la question. Hein. Voilà. Merci bien. Merci Valère. Donc, comme Valère disait dans la fin de son propos, les formulaires d'ouverture de compte avec Braille, c'est quelque chose qui est en déploiement au sein des filiales de UBA et qui sera probablement très bientôt donc, dans la filiale ivoirienne. Donc, la préoccupation est très bienvenue et on veut profiter pour faire savoir donc, aux personnes non-voyantes ou malvoyantes que nous pensons aussi à elles. Alors, à la suite donc de la question de M. Christian Seka, on va adresser donc la question de Elvis Alamba, qui veut savoir quels sont les moyens mis en place au sein de UBA pour détecter les fraudes internes et externes. D'accord. Merci bien pour cette question. Je pense qu'elle est bienvenue. Nous, aujourd'hui, je pense qu'il y a deux aspects. L'aspect, comme vous le dites, interne, c'est-à-dire que nous, on a des politiques claires liées à la fraude. Aujourd'hui, même en interne, il y a des formations, disons, des certifications qu'on se fait en interne, disons, des tests qu'on fait en interne pour chaque fois contrôler la compréhension, disons, liée à la fraude. Il faut dire que, comme je l'ai dit dans ma présentation, l'élément le plus important, c'est de sensibiliser et d'informer. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que j'ai fait des recherches qui ont vérifié que 70% des attaques, disons cyber et autres, sont liées au fait que c'est un manque d'inattention. Parce qu'effectivement, les gens ne prennent pas soin de comprendre comment ça fonctionne et donc ils se font attaquer. Donc aujourd'hui, au sein de l'UBA, il y a une formation claire qui est adressée à tous les collaborateurs pour que nous puissions être d'abord armés, nous pouvons être sensibilisés pour que chaque fois que lorsqu'on a un souci, on puisse faire attention. Par exemple, lorsque je prends le cas pratique, lorsqu'on reçoit des emails, il est clair que si vous ne connaissez pas la source, il est dit de notifier l'IT, afin que l'IT prenne des résolutions pour voir effectivement si ces mails-là sont dangereux ou pas, avant de chercher à cliquer là-dessus. Donc, ce sont les éléments basiques comme ça qu'effectivement, nous, on applique. Évidemment, on peut aller en profondeur, mais l'élément essentiel, c'est que l'UBA fait en sorte que chaque collaborateur en son sein puisse être sensibilisé. Et d'ailleurs, c'est l'élément clé que nous optons. Alors, dans le cas externe, il veut dire par exemple par rapport aux clients, en tout cas, on donne aux clients les mêmes manières. D'ailleurs, c'est pourquoi on a fait cette session pour vous, nos clients, qui est vraiment capital pour nous. C'est de chercher à sensibiliser vous, les clients, de faire attention. Alors, moi, ce que je peux dire et ce qu'on dit aux clients, c'est que le compte vous appartient. Vous devez suivre ce compte-là. C'est l'un des éléments que j'ai dit lorsque je présentais. Vous devez aussi faire attention à vos accès. Les accès doivent bien être gérés. C'est-à-dire que, sauf que ne puisse pas les divulguer comme vous voulez à tout le monde. Non, c'est important. Donc, voici un peu les méthodologies qu'on dit. Chaque fois qu'on a en contact des clients, par rapport à leurs actions, par rapport à leurs comptes, on leur dit de faire très attention. On communique réellement sur les impacts de la fraude. Et c'est très important parce que si tu sais qu'est-ce que tu peux subir, tu feras très attention lorsque tu fais des actions. Donc, voilà un peu 10 que je peux avancer par rapport à cette question-là pour dire qu'effectivement, qu'elle soit en interne ou à l'externe, on met des actions claires, concrètes qui permettent à ce que nos clients soient préservés et aussi pour que nous, en tant qu'agents de UBA, nous puissions vraiment être au quotidien et relativement au danger de la fraude. Merci, j'espère avoir répondu à la question. Bien, merci une fois de plus, Valère. Nous avons eu d'autres questions, cette fois de Toukouna Ousmane Kone,
qui veut savoir en cas de fraude sur une carte assurée, que doit faire le client. En cas de fraude sur une carte assurée, que doit faire le client? D'accord. Je pense que une carte qui a été détournée à des fins malveillantes, je pense qu'il faut quand même déclarer. Et effectivement, comme je l'ai dit, normalement, il y a deux aspects que je pense que le client doit savoir. Une carte qui, disons, est utilisée par un client qui a toutes ces informations dessus, qui paie ou bien qui a été, disons, qui a subi une fraude, on doit déclarer cette carte-là pour que nous prenions, disons, les dispositions nécessaires, je veux dire la banque. Et donc, premièrement, d'abord, il peut s'avérer qu'on fasse une déclaration, on suit les diligences claires hein, de la police et après rapidement informer la banque pour que la banque puisse prendre des dispositions. Parce que naturellement, si elle a été usurpée à des fins pas bonnes, quelqu'un d'autre peut tuer cette carte-là. Donc, l'idée, c'est de chercher vraiment rapidement à déclarer. Notre CFC existe qui peut les joindre à tout moment pour que rapidement on mette en place le système de verrouillage de ce compte-là, afin que la personne de mauvaise foi ne puisse pas utiliser ces informations-là. Donc, voilà ce qui est mis en œuvre. Donc, de façon pratique, lorsque vous arrivez, déclarez-le, appelez-nous, joignez-nous, UBA par le CFC qui va prendre les dispositions nécessaires afin que vous donnez ou bien vos comptes soient préservés, soient bloqués temporairement en attendant de pouvoir trouver une solution à cela. Évidemment, n'oubliez pas aussi de déclarer cela à la police parce qu'effectivement, c'est un bien qui est perdu. Il faut le déclarer. Voilà. Merci bien. Merci Valère. Merci à Valère. Alors, je pense que c'était là notre dernière question. Je voudrais, une fois de plus, rappeler à nos auditeurs. Ah, pardon. Nous avons une autre question. Donc, de Stanislas Oumar Sané. Que prévoit UBA pour lutter contre les deepfakes pour que ses clients puissent être plus en sécurité? Donc, que prévoit UBA pour lutter contre les deepfakes pour que ses clients puissent être plus en sécurité? Merci. Je voulais rappeler rapidement un peu disons, la définition du deepfake et puis essayer de dire ce que nous prévoyons. On a dit clairement que le deepfake, c'est une usurpation d'identité par l'utilisation des IA, intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a pu voir des deepfakes liés, par exemple, au président de Russes ou bien au président de l'Ukraine, etc. Tout ce qu'on peut voir sur Internet. C'est le fait de dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit et on voit réellement son visage, etc. Tout ça. Donc, que prévoit UBA? Je pense qu'il est clair. Hein? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que nos clients font, on leur dit de faire très attention et on met en place un mécanisme de communication relativement à ça. Donc, je pense que si le client, disons, fait face à un deepfake, comme on le répétera jamais assez, il faut le déclarer. Il faut le déclarer pour qu'on puisse rapidement faire le nécessaire. Le nécessaire, c'est-à-dire que si, par exemple, c'est lié à un compte où quelqu'un utilise votre compte ou bien votre image, etc., nous, à notre niveau, on essaiera de faire le nécessaire pour que tout cela soit rétabli. Donc, je pense clairement qu'aujourd'hui, c'est pourquoi nos applications, tout ce qu'on met en ligne, etc., sont protégés. Et nous, on fait en sorte que tous ces éléments sont vérifiés. C'est pourquoi nous disons à nos clients qu'il faut vérifier vos comptes. Il faut vérifier tout le temps ce qui se passe autour de vos comptes pour que dès qu'il y a une action négative éventuellement sur votre compte, vous pouvez nous en informer et nous prendrons le nécessaire. Il est clair que quelqu'un qui va prendre votre identité, on doit forcément agir. Et agir, c'est-à-dire qu'on prenait les mesures claires pour que vraiment on puisse contrecarrer cela. Donc, en tout cas, je peux vous rassurer que nous verrons à ce que, en tout cas, tout ce que nous pourrons faire pour que cela n'arrive pas. Mais effectivement, si ça arrive, essayons de déclarer rapidement pour que nous puissions prendre les décisions nécessaires. Merci. Merci Valère. Alors, nous avons d'autres questions, heureusement. Alors, Bintou Ndiaye, Madame Fall, veut savoir qu'est-ce qui fait que, malgré toutes les règles de conformité et de contrôle mises en place par les banques, nous assistons à des fraudes en interne.
Ok, merci bien pour la question. Je pense que cette question est d'ordre vraiment général, mais je vais essayer de répondre à mon niveau. Je pense que euh, les fraudes internes, effectivement, on peut en avoir plusieurs et c'est sur beaucoup d'aspects qu'on pourra évoquer cela. Parce que je pense que moi, je vais parler en termes techniques d'abord. Moi, ma vocation et à l'école à laquelle j'ai été formé, c'est qu'on nous a clairement dit que ne donnez pas le droit à l'utilisateur de faire une modification ou de faire quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que, par exemple, je vous prends un cas simple, hein. Désolé peut-être si je vais être un peu plus long. On développe une application, je m'appelle très bien, et on voulait déployer. Normalement, on avait fait en sorte qu'il y avait des parties où on devait seulement mettre ça numérique. Parce que s'il y avait des chaînes de caractères, ça pourrait nuire à l'entreprise, que je n'ai pas dit le nom. Donc, on a fini de faire cette application-là, et le jour du test, le directeur, lui, on lui a dit que tout est parfait, etc. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste mis des chaînes de caractères dans la barre. Et on a vu que le système n'a pas pu rejeter, ça crée des problèmes. On allait recommencer directement. Pour dire quoi? Pour dire que les fraudes arrivent parce qu'il y a les possibilités, les failles. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, 18% des cas qui arrivent parce qu'il y a les vulnérabilités qui sont exploitées. Donc, moi, je pense que c'est parce que les applications ou les moyens par lesquels les personnes passent pour pouvoir frauder, on n'a pas mis assez de sécurité. Donc, l'idée, pour moi, c'est clair, il faut renforcer tous nos applications, tous les éléments auxquels les gens passent pour pouvoir le faire, il faut les renforcer. Une fois renforcé, ça va limiter maximum. Parce que si tu peux faire une action et puis tu vois que quelque chose que tu as fait, ça ne réussira pas, je pense que tu n'iras pas plus loin. Donc, pour moi, c'est le premier aspect. Pour moi, en tant que technicien et ingénieur de conception, de mettre en place des systèmes qui font vraiment solides, sorte que vraiment la vulnérabilité soit totalement réduite pour éviter les fraudes. Aussi, je pense que, comme toute personne, ce que je peux ajouter avant de clore cette question, c'est de pouvoir, je vais dire, s'appuyer sur la personne elle-même. Quelqu'un qui fait une fraude, peut-être que vraiment, elle peut avoir des problèmes, etc. Mais c'est de voir sa crédibilité. C'est pourquoi d'ailleurs, dans une institution comme UBA, on met en place tout le temps pour vraiment que tout le monde puisse être en ligne droite. Donc, je pense que voici un peu ce que je peux apporter. Hein. Mais si c'est pour répondre clairement à cette question, nous devons mettre en place des systèmes clairs qui font qu'on ne puisse pas être violé, entre guillemets. Donc, pour ma part, c'est pourquoi UBA vraiment ne badine pas, entre guillemets, avec la sécurité. Elle renforce totalement cette sécurité-là, de sorte qu'on puisse vraiment éviter ces genres de cas dans le futur ou bien, etc., autour de nous. Merci bien pour la question. Et effectivement, si effectivement, il y a d'autres éléments que vous voulez qu'on apporte, effectivement, on pourra les apporter au fur et à mesure. Merci bien. Alors, je pense qu'en répondant à la première question, Valère a aussi adressé en même temps la deuxième question donc de Madame Fall, qui était, selon vous, quelle est la meilleure démarche à suivre? Donc, on va passer à la question de Monsieur Doukouna Ousmane Kone, qui veut qu'on conseille en fait un client dans un guichet automatique. Donc, quelles sont les attitudes que vous pouvez conseiller à un client dans un guichet automatique? Alors, je suppose qu'il parle bien des bonnes pratiques pour éviter d'être victime de fraude. D'accord. Je pense qu'il y a cette question-là. Nous avons débattu un peu là-dessus il n'y a pas longtemps avec des collègues. L'idée aujourd'hui, quelqu'un qui se rend dans un guichet pour soit retirer l'argent pour faire une autre opération, doit, en tout cas la plupart du temps, doit faire ça seul. Donc, ne doit pas communiquer ces informations à une autre personne. Je pense que dès qu'elle arrive, si effectivement elle a besoin d'aide, je pense que c'est de chercher le maximum à avoir un agent bancaire qui va lui expliquer les démarches. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que si vous adressez à une personne que vous ne connaissez pas après, la banque ne peut pas se tenir responsable de cela. Donc, je pense que tout le temps qu'un client se rend au guichet pour faire des retraits ou faire ton action, c'est de vraiment suivre les démarches claires, de faire ça seul et de faire en sorte que son code ne puisse pas être vu. Donc, tenir vraiment droit devant le guichet, faire sa transaction et partir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des problèmes, vraiment prenez contact avec des agents bancaires. Des gens qui pourront vraiment vous expliquer. C'est vrai que ça peut prendre du temps, mais ils prendront le temps de tout expliquer et de vous dire que le code est secret
et vous montrer comment le faire. Ce qu'on voit généralement, c'est que ils vont se faire aider par les agents de sécurité. Des fois, c'est compliqué. Vous voyez. Donc, moi, je pense que c'est clair que nous, en tant que banque, nous voulons que les clients puissent adopter les bonnes démarches, c'est de se renseigner. Vous avez droit à l'information de la part de la banque. Donc, il n'est pas question que vous puissiez voir une autre personne autre que la banque pour vous aider lorsque vous voulez faire ces actions-là. Sauf que s'il y a un souci, au moins, on pourra savoir où est la source. Donc, vraiment, je vous conseille de vraiment prendre les bonnes habitudes, de faire cette transaction seul, et lorsque vous avez un souci, de vous référer à l'agent bancaire. Donc, voilà ce que je peux conseiller. Merci Valère. Et pour ajouter à l'élément de réponse que Valère a donné, quand vous vous rendez dans les guichets automatiques de UBA Côte d'Ivoire, vous avez toujours des guides dans les guichets pour vous orienter dans le type de transaction que vous venez faire. Donc, en cas de problème, vous avez également des guides pour que vous puissiez vous adresser aux bonnes personnes. Donc, ne vous adressez pas aux vigiles ou à des tierces en fait qui sont là à côté parce que c'est toujours dangereux. Je voulais ajouter à cela que nous avons au niveau de UBA des procédures donc, que nous mettons à disposition des clients pour dénoncer la fraude. Donc, le numéro et l'adresse mail que vous avez là, sont les adresses donc, que vous pouvez auquel vous pouvez vous adresser quand vous avez des soupçons de fraude sur vos comptes. Donc, l'adresse mail, c'est whistleblowingcdi@ubagroup.com et le numéro de téléphone, c'est 27 20 20 39 84. C'est vraiment pour les soupçons de fraude. Et si éventuellement, vous avez une fraude qui est avérée, nous vous conseillons de contacter le centre de relations clients de UBA, qu'on appelle le CFC. Alors, le CFC est joignable par mail à l'adresse cfccôtedivoire@ubagroup.com et au numéro de téléphone 27 20 20 39 80. Je répète, cfccôtedivoire@ubagroup.com et au 27 20 20 39 80. Vous pouvez également contacter le CFC via les messageries privées de nos médias sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc, on va clôturer donc, cette session des UBA Business Series et je vais laisser le mot de fin à Valère. Alors, moi, je tenais à remercier tout le monde, UBA premièrement, et tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui ont posé des questions. Par retenir que notre objectif général. D'accord. Alors, je tenais à remercier tout le monde, remercier mon institution UBA de nous donner la lucane de pouvoir expliquer ce thème-là qui est assez primordial. Remercier également toutes les personnes qui étaient connectées, tous ceux qui ont posé des questions. Je pense qu'il est clair que c'est un sujet qui est important, qui accroche tout le monde. Notre objectif en tant qu'institution est de permettre à ce que nos clients soient protégés, faire en sorte qu'on puisse éviter le maximum de fraude. Donc, je vous prie de vraiment respecter ce qu'on a eu à dire et de faire en sorte que vous puissiez prendre soin de vos données sensibles afin qu'elles ne soient pas divulguées. En tout cas, encore merci et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008
avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank.